19 heures à Kinshasa, 1 heure de plus dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, le sommaire. L'organe fêtière du football africain, Confédération africaine de football en sigle CAF, a pris la décision qui autorise la réouverture du stade de Martyrs de Kinshasa à toutes les compétitions des niveaux internationaux. Plusieurs affaires politiques en procès s'approchent de leur conclusion. L'affaire de l'honorable Edouard Mwanga Chouchou est au point de plaidoirie des avocats. Celle de François Béa, ex-conseiller de la sécurité du chef de l'État, accorde la liberté provisoire aux co-détenus de ce dernier qui reste lui en prison. Quant à Salomon Idi Kalonda, proche de Moïse Katumbi, l'instruction est renvoyée à la mi-septembre. Une fois de plus, bonsoir. Commençons ce journal avec une brève qui nous est parvenue. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a présidé ce jeudi 17 août 2023 la séance du jury national de l'examen d'État session 2023. Tenue dans la salle de réunion de son cabinet de travail, cette réunion a permis donc de mettre fin à une série de rumeurs qui ont fait couler encre et salive au sein de l'opinion, faisant état, voulais-je dire, d'un refus de correction des items par les inspecteurs commis à cette charge suite à l'impatience de leurs primes, des prestations et d'officialiser la publication des résultats pour des milliers de jeunes élèves congolais. À la suite de cette réunion, les listes des meilleurs lauréats ont été publiées par province éducationnelle de Lomami 2, Congo Central 2, Kasaï 2 et Ituri 2. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Clôture le mercredi 16 août 2023 au Palais du Peuple de la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège. Durant les 3 jours de ces travaux, 3 options ont été émergées parmi les participants. Un groupe a opté pour la levée de cette mesure, un autre a milité pour son maintien, alors que le dernier groupe a prêché pour sa réqualification. Après d'amples discussions, 2 opinions ont été retenues, celle du maintien et celle de la levée de cette mesure. C'est au chef de l'État de prendre une décision finale selon le choix du grand nombre et les impératifs sécuritaires. Suivez. Lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi prenait l'ordonnance en mai 2021 pour instituer l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri, il n'en avait pas déterminé la durée. Plus de 2 ans après, cette mesure d'exception est toujours d'application puisque l'insécurité n'est pas complètement éradiquée. Elle a plusieurs fois été prorogée. L'état de siège a certes produit des effets bénéfiques, mais beaucoup reste à faire. À cause de certaines défaillances, les voix ont continué de s'élever même pendant le forum pour y mettre fin. Filemon Sambuka est député national élu du Nord Kivu, l'une des provinces sous état de siège. Il limite pour la levée de cette mesure d'exception. Parce qu'avec la commission, on a travaillé très dur et on a abouti à des conclusions selon lesquelles il fallait demander tout simplement la levée de l'état de siège. Pourquoi? Parce que l'état de siège a présenté ses limites. Il y a eu trop de bavures. Et par cette raison, on a demandé tout simplement la levée de cet état de siège pour permettre à la rentrée de l'ordre constitutionnel. Une autre opinion non moindre est celle qui milite pour l'état des sièges soit maintenu. Ceux qui soutiennent cette idée estiment qu'avec la présence des groupes armés qui continuent de s'aimer la mort, cette mesure a encore sa raison d'être. Ferdinand Kitenge soutient l'état de siège d'autant plus que les rebelles du 1-23 écument encore la province du Nord Kivu où ils occupent encore de nombreuses localités avec l'appui du Rwanda. Nous avons soutenu qu'il y ait le maintien de l'état de siège en vue d'apporter la paix et la sécurité dans la région. Voilà notre position. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on parvient à lever par sentiment, permettez le terme, à lever l'état de siège, ce qui veut dire on sacrifie la population à la merci
des Ougandais, des Rwandais qui nous attaquent avec des M23. Le collectif des victimes de l'agression rwandaise s'est invité au débat à la clôture de cette table ronde. Ces activistes ont fait irruption dans la salle de congrès où se tenaient les travaux pour faire entendre leur voix. Banderole en main, ils ont demandé aux autorités de renforcer les capacités des FARDC pour mettre fin à l'aventure de groupes armés dans le M23 soutenu par le Rwanda. Nous, dans le Nord Kivu, on ne soutient pas les négociations avec le M23. Les institutions ne manquent de rien. Nous leur demandons de frapper nos adversaires et les chasser loin de notre pays. Ensuite, nous voulons que ceux qui nous dirigent ne pensent pas aux élections sans Rutshuru, sans Masisi et sans Kwamut. Les travaux étant finis, les conclusions vont être transmises au chef de l'État qui en fera l'arbitrage. Les yeux sont maintenant tournés vers la présidence de la République pour attendre la décision du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi va certainement user de son pouvoir discrétionnaire pour le faire. En attendant ces décisions, l'état des sièges a de nouveau été prorogé de 15 jours à compter de lundi dernier. Parlons processus électoral. À présent, le président de confession religieuse du Congo, Dodo Kamba, au cours d'une interview sur la radio Top Congo, a mis en garde la communauté internationale contre toute forme manœuvre menée pour empêcher la tenue des élections de décembre en République démocratique du Congo. Selon Dodo Kamba, la communauté internationale utilise quelques confessions religieuses, la CENCO et l'ECC, afin de rejeter le travail de la CENI lié à l'organisation de processus électoral en République démocratique du Congo. Jocelyne Massiala pour les détails. Nous sommes prêts à descendre dans la rue contre ceux qui veulent bloquer la tenue des élections. C'est le message d'avertissement du pasteur Dodo Kamba, président des confessions religieuses. Message lancé contre la communauté internationale face à toute démarche dilatoire menée par elle qui vise à empêcher la tenue des élections en décembre. Je préviens à Batunios. Nous ne permettrons pas parce que Mboko au Congo, les héritages n'abisso nyos. Bakoko batikela biso penzambe apesa biso soki tomoni makambo ezole kamala moté toko manifester. Le pasteur de Dokamba accuse la communauté internationale de manipuler certaines confessions religieuses, notamment la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et l'église du Christ au Congo, ECC, qui rejette totalement les fichiers électoraux présentés par la CENI. Communauté internationale, balingi ba compliquer tâche ya kimi amboka na biso. Donc défendre Mboka na biso na plein droit. C'est la communauté internationale. Au chaos. Maintenant, ils utilisent quelques confessions religieuses, notamment la CENCO et les CC. Nanzela koluka koboya misala ya seni. Alors, tous se mettre en garde. Et c'est ce que je peux dire pour l'instant. La tenue des élections en décembre en République démocratique du Congo est vivement attendue par les Congolais malgré tout. Toujours dans le même chapitre, en vue de toucher plus de personnes concernées par le besoin de renouveler leurs cartes d'électeurs falsifiées ou perdues, le réseau d'éducation civique au Congo, RECIC en cycle, a déployé sur le terrain de plusieurs communes de la capitale plusieurs animateurs engagés de sensibiliser la population à se rendre à l'antenne de la CENI la plus proche afin de poser tous les problèmes liés à la carte d'électeur. Suivi à cet effet le coordonnateur du RECIC qui s'en est expliqué lors de la descente Place Victoire dans la commune de Kalamon. Suivez. Randonnée pédestre électorale, c'est une marche de sensibilisation. Nous avons mobilisé les animateurs pour que les animateurs sensibilisent la population, particulièrement par rapport à la question des cartes d'électeurs. Il y a un groupe de gens qui considèrent l'opération de la délivrance comme un enrôlement bis. Alors c'est pourquoi nous avons envoyé des animateurs pour expliquer à la population que ce n'est pas un enrôlement bis, mais c'est tout simplement une opération qui concerne ceux dont les cartes sont détériorées ou ceux qui ont perdu leurs cartes par des vols et autres choses. Nous le faisons dans le cadre d'un projet élection qui est organisé dans 6 provinces de la République démocratique du Congo avec 11 et protection internationale. Nous, on les accompagne parce que notre part dans leur sensibilisation, c'est d'apporter la matière. Cette opération va continuer jusqu'aux élections. La délivrance de cette carte est gratuite.
Changeons de chapitre pour parler justice à présent. Comme prévu, la Cour militaire de Gombe a ouvert ce jeudi 17 août 2023 en audience foraine le procès de M. Salomon Idi Kalonda, proche collaborateur de Moïse Katumbi, interpellé depuis le 30 mai sur le tarmac de l'aéroport de Ndjili. Poursuivi pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, détention illégale d'armes et des munitions de guerre, atteinte à la sûreté de l'État, l'affaire a été renvoyée au 18 septembre prochain afin de permettre à ses avocats de prendre connaissance des autres charges soulevées contre lui. La défense de Salomon Idi Kalonda est assurée par une dizaine d'avocats, dont Maître Laurent Onyemba, Maître Francis Kalombo, Maître Hervé Diakessé, qui résume l'étape du dossier. Suivez. Aujourd'hui, comme vous venez de l'entendre, on parle d'intelligence ou d'échange des documents relevant du secret défense, mais encore que je ne veux pas entamer les forats, parce que pour divulguer un secret défense, vous devez d'abord par nature et par fonction être quelqu'un qui soit détenteur de ces secrets. C'est alors que vous pouvez les divulguer. Tel n'est pas le cas, ni par ses fonctions, ni dans tout ce qu'il a. Mais ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est que l'acte géniteur, l'acte justificatif, les prétextes, les motifs qui avaient été à l'époque concernait un fameux pistolet dont il aurait été détenteur. Et vous vous rendez compte qu'à l'audience d'aujourd'hui, cette affaire du pistolet, on en parle même plus. Et nous avions toujours dit que c'était une fausse accusation, c'était un prétexte qu'on avait recherché en réalité pour les neutraliser et l'amener dans une procédure où il n'a que faire. La deuxième chose à retenir, et nous allons aussi les démontrer, Salomon Kalonda est innocent. Il n'a rien à faire devant la justice militaire parce que ce n'est pas son juge naturel et de toute façon il n'a rien à faire devant n'importe quelle justice militaire. Parce que les faits qu'on met à sa charge sont totalement faux et sont issus d'une irrégularité, d'une interpellation qui était fondée sur une accusation fausse dont les auteurs eux-mêmes aujourd'hui n'ont pas eu le courage de les soutenir devant la justice. Toujours dans le même chapitre, l'audience en flagrance opposant le ministère public au député national Edouard Mwanga Chouchou s'est poursuivie le mardi dernier à la prison militaire de Ndolo. Au cours de cette énième audience, les avocats du prévenu ont sollicité la comparution de certains témoins dont l'ancien coordonnateur du Conseil de sécurité, demande jugée inopportune par la Haute Cour militaire qui a renvoyé les deux parties à revenir le 22 août prochain pour la plaidoirie. Les détails dans cet élément. Pour le cas, on ne peut pas l'exposer à l'instruction. Après une trentaine d'audiences tenues dans la phase de l'instruction, la Haute Cour s'est dite suffisamment éclairée et devra recevoir les plaidoiries des parties le mardi 22 août prochain. C'est à l'issue de ces plaidoiries que le prévenu Mwanga Chouchou sera fixé sur son sort. Ce député national est poursuivi par l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, espionnage et détention illégale d'armes de guerre. Après avoir épuisé l'étape de l'instruction, les avocats de la République estiment qu'ils sont suffisamment éclairés sur le contour du dossier et se disent prêts à donner leurs conclusions et à rencontrer le réquisitoire du ministère public ainsi que les défenses de tous les deux prévenus. La comparution des témoins demandée par la partie prévenue, la partie Mwanga Chouchou, est inopportune. Pourquoi? Parce que ces personnes dont on demande leur comparution sont introuvables. Les adresses sont tellement floues et elles ne sont pas précises. Et la Cour aussi a jugé inopportun que ces gens-là comparaissent. Pourquoi? Parce qu'elle estime qu'elle est suffisamment éclairée quant à ça. De leur côté, les avocats du prévenu Edouard Mwanga Chouchou démontrent que l'instruction de cette cause n'a pas été faite dans les conditions d'impartialité parfaite parce que la comparution des témoins sollicités n'a pas été acceptée par la Haute Cour militaire. C'est une discrimination qu'on trouve un peu frustrante dans la mesure où quand il était question pour la République de faire comparaître des généraux de Goma, ils étaient nombreux, ils ont fait comparaître plus de 5 personnes. On les a fait sans problème, on n'a pas dit donner l'adresse. Et nous ne comprenons pas qu'on nous demande de donner l'adresse même d'Aboubakar qui était en contact avec le parquet. Voyez-vous, on parle des autochtones. Les autochtones, où sont-ils? Il y a par exemple le Conseil national de sécurité. Le Conseil national de sécurité, nous avons invité celui qui faisait office de coordonnateur de ce conseil, mais c'est Jean-Claude Boukassa, qui est à Kinshasa. On dit qu'il ne peut pas venir.
On invite Ndayishimiye, qui est député ici à Kinshasa. On dit qu'il ne peut pas venir. Nous sommes un peu frustrés, mais nous allons pas faire ça pendant l'audience. L'affaire est renvoyée au 22 août pour le réquisitoire du ministère public. Conclusion de la partie civile et la plaidoirie des parties prévenues, Mouchamali Roy et Mwanga Chouchou. Pour rappel, Edouard Mwanga Chouchou et son co-accusé sont soupçonnés d'entretenir des liens avec les rebelles du M23. Ils sont poursuivis pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, espionnage et détention illégale d'armes de guerre. Clôturons cette affaire de justice avec l'affaire François Béat. Dans son arrêt rendu à l'audience du mercredi 16 août, la Haute Cour militaire a accordé la liberté provisoire à tous les accusés dans le procès opposant le ministère public à François Béat, l'ancien conseiller spécial du président de la République en charge de la sécurité. Il s'agit de Vangano Abiamagi, du colonel Chikapatite Mokili, de la commissaire supérieure principale Lili Tambwe Maoua et du lieutenant-colonel Kalinga Pierre. Suivez. La Cour militaire a tranché que sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de récurrent, François Béat, qui avait déjà bénéficié de la liberté provisoire, avait soulevé une exception d'inconstitutionnalité qui avait abouti à la saisine de la Cour constitutionnelle. La juridiction a déclaré que durant cette période, les autres prévenus s'étaient retrouvés dans une situation irrégulière de détention et ne pouvaient plus la saisir en vue d'une liberté. À la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, rejetant l'exception d'inconstitutionnalité de François Béat, la Haute Cour militaire a repris avec l'examen du dossier. De nouveaux juges ont été désignés en remplacement des anciens membres de la composition ayant fait objet d'une mutation du fait de nouvelles mises en place de la police. François Béat, ancien conseiller spécial en matière de sécurité du président Félix Tshisekedi, est en poursuite aux côtés d'autres prévenus pour des accusations de complot et d'offense contre le chef de l'État, violation de consignes et incitation de militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline. Il avait été arrêté le 5 février par l'Agence nationale de renseignement, l'ANER, et détenu en secret avant d'être transféré 2 mois plus tard à la prison centrale de Makala. Dans le reste de l'actualité, un incendie s'est produit aux premières heures de la nuit d'hier, mercredi 16 août 2023, dans l'enceinte du camp Lufungula, situé en la commune de Lingwala. L'origine de ce brasier qui a brûlé plusieurs maisons et baraquements est encore inconnue jusque-là, bien qu'il apparaît qu'un court-circuit serait bien la cause de ce sinistre. Si les dégâts sont importants, aucun cas de décès ou de brûlés n'a été signalé. Images et commentaires, suivez. Selon toute apparence, cet incendie ravageur et d'une grande intensité s'est réduit à des complications électriques causées par les mauvais branchements domestiques non homologués. moto yuti bana iti lokwa bazoi ba mesure bati amoke na bango bana na iti kuna côté amai yango ezoya nzambe bala la kate e komika pemena terasi e kati e ngenge komati na ka chauffeur awa na uleri ka nzambo to lukakoyo abate libiso tuka lokuta mabete na bi place moto banda ete tomonika moto bandi na kati kuna e banzi koya ko mata koto côté biso tozala ki biloko eziki. C'est parti de l'aile du camp Lufungula situé le long des avenues Mouchi et Taga où, justement, plusieurs baraquements sont montés en désordre. Témoignage au lieu du sinistre. kobimisa biloko eziki biloko ebebi bato ba perdre bato nyonso na mitotane na tikaka na senga pamba nyonso tout bambongo biloko nyonso metoda na souci makasi. Le comble dans tout ça est que ce malheureux incendie était prévisible en raison des habitations en désordre et rangées dans une promiscuité qui expose à tous les risques et dangers. Rendons-nous maintenant en province. Un vaste coup de filet dans la province du Kwango. 15 présumés Mobondo ont été arrêtés dans le territoire de Popokabaka avec leurs armes après un massacre perpétré qui a coûté la vie à plus de 10 personnes dans les localités de Makimbi et Ipungi.
Laetitia Moulalou nous signe ses commentaires. Après l'arrestation d'un des ténors dans le territoire de Popo-Kabaka, un groupe de ces assaillants a attaqué le village de Makimbi et Ipongi dans le territoire de Popo-Kabaka et ont abattu plus ou moins 10 personnes civiles dans ces localités situées à 75 km de la cité de Popo-Kabaka. Ces assaillants Mobondo qui ont pillé et tué les paisibles citoyens ont été mis en déroute par les éléments des FARDC en intervention dans ces entités. À en croire le porte-parole de la 11e région militaire, au cours de cette opération, 15 assaillants Mobondo ont été neutralisés, 12 armes calibre 12 récupérées, 12 munitions calibre 12 ont été utilisées et 7 non encore utilisées, 3 masques saisis par l'armée aux mains de ces miliciens. Notons que le calme est revenu dans ces entités et le commandant de la 11e région militaire, général-major Jonas Madiri, a félicité la population pour sa collaboration et son soutien. Afin de contribuer à la consolidation de la démocratie participative en RDC par le renforcement et la participation des acteurs de la société civile, le groupe de travail thématique GTT est en atelier du 4 août, voulais-je dire, et en atelier de 4 jours du 15 août, voulais-je dire, au 18 août 2023 de renforcement et dynamisation dans la maison communale de Njili pour la mise en œuvre des politiques organisées par le cadre de concertation provinciale de la société civile, CPPSKIN, conduit par l'apôtre Paul Lukusa Chilombo. Nancy Kizumina nous signe ce commentaire. Suivez. Comment arriver à surmonter les multiples problèmes dont fait face la population congolaise aujourd'hui sur les plans social, sanitaire, éducationnel, alimentaire et sécuritaire dans l'ouest et est de la République, où le paisible citoyen est victime de l'agression du M23 sous couverture du Rwanda. La société civile doit s'élever pour jouer son rôle qui est de défendre la population afin que cette dernière trouve son compte. C'est dans cette optique que les cadres des concertations provinciale de la société civile, ville-province de Kinshasa renforce et dynamisme les groupes du travail thématique à travers un atelier ouvert le mardi 15 août 2023 à la maison de la société civile enceinte de la maison communale de Njili en présence de l'autorité municipale Papingalema Mbumba qui a procédé à l'ouverture des travaux de cet atelier. L'apôtre Paul Médard Lukusa, le coordinateur provincial du cadre de concertation provinciale de ville de Kinshasa, revient sur l'importance de cet atelier. Il y a un bon laps de temps, il y a un vide, il y a une faiblesse entre la population et le pouvoir public. Raison pour laquelle nous avons pensé avec l'appui de l'Union européenne via Diakonia d'organiser cet atelier pour renforcer ce dialogue entre le pouvoir public et la société civile. Et surtout, nous avons ciblé les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec handicap. Jean-Pierre Zanzi Velele, représentant des coordinateurs nationaux du cadre de concertation de la société civile de République démocratique du Congo, s'exprime. Dans certains pays, c'est la société civile qui donne la matière aux politiques. Mais chez nous ici, apparemment, c'est comme si c'est l'inverse, c'est la politique qui donne la matière à la société civile, ce qui n'est pas bon. Alors, nous avons pensé qu'il fallait renverser cette tendance-là et donner plus le pouvoir au peuple pour qu'ils sachent nos autorités que nous avons établies. Qu'est-ce qu'ils font pour nous? Qu'est-ce qu'ils nous amènent comme intérêt? Et qu'est-ce que nous devons attendre d'eux? Cet atelier de renforcement et dynamisation des groupes du travail thématique GTT en sigle, dont les travaux vont prendre 3 jours, rentre dans le cadre du projet de renforcement des dialogues entre le pouvoir public, les organisations de la société civile pour la gouvernance participative en République démocratique du Congo, appuyé par l'Union européenne et soutenu par Diakonia. En société à présent, l'association Okapi Finance que dirige Madame Gisèle Mouepé vient de signer un partenariat avec la commune de Ngaba en présence du bourgmestre de cette juridiction, Aimé Francis Lolinga, afin de lutter contre la pauvreté et l'oisiveté dans la ville-province de Kinshasa. Cette ONG opère sur de microcrédits aux femmes pour le développement de leurs activités commerciales, une autre façon de soutenir la vision du chef de l'État. Rose Kindela nous en parle.
Lutter contre le chômage en République démocratique du Congo, tel est l'objectif de l'association Okapi Finance de Madame Gisèle Mwepe, qui a le souci d'aider les femmes congolaises et quinoises en particulier à développer leur commerce grâce à un investissement par de crédit. Raison pour laquelle un partenariat vient d'être signé entre cette ONG et la commune de Ngaba sous l'impulsion du bourgmestre Aimé Francis Lolinga. Au cours de cette rencontre, il était question d'expliquer le fonctionnement de l'ONG à tout le monde basé sur la confiance. Cette activité, c'était le lancement de Okapi Finance, un microcrédit pour les moments du marché. Donc on va les aider par un montant, un petit montant, à peu près on commence par $50 pour booster leur fonds de commerce. C'est un prêt par semaine. Donc si elle rembourse dans les délais, c'est sans intérêt. Nous avons fait 3 ans depuis que nous sommes ici au Congo. C'est un multinational. Nous opérons dans plusieurs pays d'Afrique. Et ici au Congo, nous sommes là au travers de nos services. Nous mettons en place nos services pour aider les mamans les démunies. Comme vous le savez, plus de 80% ici au pays de mamans qui sont exclues des services financiers. Alors Okapi, c'est comme elle met en place, c'est comme un pont pour aider ces mamans-là à travers ces partenaires, différents partenaires, à avoir ces crédits, ces microcrédits. Les bénéficiaires de cette offre ne sont pas restés indifférentes. Je suis très heureuse et je remercie beaucoup notre bourgmestre d'avoir pensé à nous, le maman de sa juridiction. J'avais vraiment des difficultés pour débrouiller et voilà aujourd'hui ce partenariat entre l'Okapi et notre commune nous a encore donné l'espoir. J'ai eu l'argent pour débuter mon commerce. Dès demain, j'irai faire mes achats. Merci beaucoup à notre bourgmestre. Ici est de signifier que cette organisation économique octroie de crédits remboursables à court terme sans aucun intérêt. Surpris par les troubles politiques et militaires qui ont perturbé la situation générale du Niger, les athlètes nigériens en séjour à Kinshasa pour le 9e jeu de la francophonie ne pouvaient regagner leur pays. Bloqués dans la capitale, coupés de toutes ressources, au risque de connaître une précarité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avisé de cet embarras, a recommandé que des dispositions expresses soient prises pour prendre en charge ces athlètes. Images et commentaires suivez. Ils seraient déjà rentrés dans leur pays si le putsch militaire qui est intervenu pendant les 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa ne s'était pas produit dans leur pays à Niamey. Ce virage politique, militaire, à Niamey, capitale du Niger, virage qui a vu l'éviction du président Mohamed Bazoum, a fait que les athlètes nigériens sont restés bloqués dans la capitale, livrés à eux-mêmes. Alors, comme tout le monde peut le remarquer, on est une petite délégation, 13 personnes qu'on a eu à laisser ici compte tenu de ce qui se passe au pays. Fort heureusement que des humains existent jusque-là. Le président congolais, il a fait recours à nous. Il a fait en sorte qu'on nous délocalise de l'autre zone qui n'est pas sécurisée pour nous amener ici. On a le Wi-Fi, on a la restauration, les chambres sont au top. Nous lui disons merci beaucoup pour l'hospitalité. Au risque de vivre dehors et dormir à la belle étoile, ces pauvres athlètes africains ne savaient plus quoi faire pour s'en sortir jusqu'au moment où leur situation précaire est arrivée aux oreilles du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui en a décidé autrement en recommandant des dispositions pour leur prise en charge. Tout le monde est parti, il ne reste que nous 13 ici à Kinshasa, et dont 5 filles, disons femmes. Et depuis le départ des autres, depuis qu'on est sur ce nouveau site, on s'occupe bien de nous. On s'occupe bien de nous. Nous nous sentons chez nous. Nous sommes bien accueillis. C'est vraiment aimable de la part des autorités, de la part de la population congolaise. Nous disons merci beaucoup à vous. Merci pour l'accueil. Merci pour votre hospitalité. Et merci de prendre soin de nous. Le Niger tout entier
vous dire merci vraiment par ma voix et vivement notre retour dans nos familles. Merci à vous. Ce geste n'est pas mal tombé pour ces frères africains qui ont salué et manifesté à leur tour leur reconnaissance au chef de l'État. Je remets l'œuvre en main aux officiels et à notre représentant qui est là pour que ça arrive en des bras ouverts dans les mains du président. Aussitôt, la situation est redevenue assez calme à Niamey. Les services chargés de cette assistance ont pris soin de leur assurer un retour vers leur pays aux frais de la RDC qu'ils n'oublieront jamais. Merci Fatih. Merci Fatih. Et enfin, un mot de sport dans ce journal. La Confédération africaine de football, CAF en cycle, a notifié le mercredi 16 août via son site à la FECOFA la réouverture du stade de Martyrs pour accueillir le 9 septembre prochain le match entre la RDC et le Soudan, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Enoch Kalonji nous signe ce commentaire. Dans une correspondance adressée à la FECOFA, la CAF a bel et bien confirmé la tenue de la rencontre RDC-Soudan au stade des Martyrs pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, après avoir dépêché à Kinshasa un inspecteur la semaine dernière pour savoir si le stade répond aux normes exigées par la FIFA après les travaux de réhabilitation. En dépit de cette rencontre, la CAF attire l'attention des autorités sportives congolaises en précisant que les travaux de l'esplanade du stade des Martyrs ne sont pas encore terminés et doivent reprendre aussitôt après le match du 9 septembre prochain à Kinshasa. Par contre, la CAF a reconnu les efforts fournis par la République démocratique du Congo qui a terminé certains travaux dans ce stade. Je confirme cette information, d'autant plus que la CAF a écrit à la FECOFA. Et nous étions le tout premier, très tôt matin déjà. On était informés de la situation. CAF, vous savez, une décision de la CAF sort toujours de conditionnalités. Ils nous ont donné 4 conditionnalités. Ils ont rajouté dessous. Et donc, nous devons nous employer pour minimiser davantage les 4 conditionnalités. Rappelons qu'en février dernier, le stade a été fermé et ne pouvait pas accueillir les rencontres internationales parce qu'il ne répondait pas aux normes demandées par la CAF et la FIFA, obligeant ainsi clubs congolais, en particulier ceux de Kinshasa, à chercher d'autres stades pour jouer leurs matchs. Mesdames et messieurs, cet élément met fin à notre journal de ce soir. Mais avant de nous séparer complètement, je vous rappelle les principaux titres. L'organe fêtière du football africain, Confédération africaine de football, en sigle CAF, a pris la décision qui autorise la réouverture du stade de Martyrs de Kinshasa à toutes les compétitions des niveaux internationaux. Plusieurs affaires politiques en procès s'approchent de leur conclusion. L'affaire de l'honorable Edouard Mwanga Chouchou est au point de plaidoirie des avocats. Celle de François Beya, ex-conseiller de la sécurité du chef de l'État, accorde la liberté provisoire au co-détenu de ce dernier qui reste lui en prison. Quant à Salomon Idi Kalonda, proche de Moïse Katumbi, l'instruction est renvoyée à la mi-septembre. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez la prochaine grande édition demain à 19 h. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.